Tu m'as pris ma vie, je l'ai simplement reprise. Je suis plongé jusqu'au coude dans la graisse de moteur quand mon estomac se serre une fois de plus, une spasme perçant et familier qui est mon compagnon importun depuis les 3 derniers mois. La Civic de 2008 suspendue au-dessus de moi sur le pont élévateur pleure de l'huile, une confession à la fois délibérée et accablante. J'essuie mes mains sur un chiffon qui a connu de meilleures décennies et je me demande, pas pour la première fois, si l'amour est vraiment censé infliger une telle agonie. Dave, tu as l'air d'avoir vécu l'enfer, proclame Jimmy depuis l'embrasure de la porte du bureau de ma concession. Il n'a pas tort. J'ai perdu 7 kilos. Ma peau arbore cette pâleur cendrée que l'on observe sur les poissons restés trop longtemps au marché, et j'ai du mal à me rappeler le dernier repas qui ne m'a pas donné l'impression d'avaler des éclats de verre. Merci pour ces paroles encourageantes, je marmonne. Descendre dessous cette voiture illumine vraiment ma journée. Jimmy est à mes côtés depuis que j'ai acquis cet établissement il y a 5 ans, après avoir abandonné ma carrière dans la chimie. Il s'avère qu'il y a plus de capital à se faire en vendant des véhicules d'occasion dans cette ville en déclin de la Nouvelle-Angleterre qu'en examinant des composés pour des entreprises pharmaceutiques. Ou plutôt, il y en avait, avant que mes organes internes n'élisent de se mutiner. La concession occupe un emplacement sur la route 9, niché entre une usine textile désaffectée et un magasin Dollar Général qui a certainement connu de meilleurs jours. Notre ville, Millbrook, a atteint son apogée vers 1987 et est en déclin constant depuis lors, caractérisé par une peinture écaillée, des trottoirs fracturés et le genre de commérage désespéré et tenace qui comble le vide où résidait autrefois la prospérité. Mon téléphone vibre. Un message texte de Caroline, ma femme. Je travaille tard encore. Ne m'attends pas. Je t'aime, je t'aime. 2 mots qui autrefois allumaient une chaleur dans ma poitrine. Maintenant, ils ne font qu'exacerber la douleur dans mon estomac. L'entreprise de traiteur de Caroline a prospéré au cours de la dernière année. Spice of Life Catering est passé de l'organisation de fêtes d'anniversaire dans notre cuisine à l'obtention de fonctions d'entreprise et de réception de mariage dans 3 comtés. Elle est douée. Je n'ai jamais contesté ce fait. Son confit de canard pourrait arracher des larmes à un végétarien convaincu. Ses desserts ont été présentés dans des publications régionales. Elle est brillante, ambitieuse, et, ces derniers temps, presque jamais à la maison. Je remets mon téléphone dans ma poche et me dirige vers les minuscules toilettes situées à l'arrière de la concession. Une autre crampe me replie sur l'évier. Je m'éclabousse le visage d'eau froide et contemple l'étranger reflété dans le miroir, 43 ans, mais portant le visage de quelqu'un de 60 ans. De sombres cernes encerclent mes yeux, et mes joues sont creuses. Quand suis-je devenu cette apparition de stress? Le médecin a remarqué le mois dernier, peut-être un ulcère. Réduisez votre consommation de café et d'aliments épicés. Voici une ordonnance pour des antiacides. Les antiacides languissent intacts dans mon armoire à pharmacie. Ils n'apportent aucun soulagement. Rien n'offre de réconfort. Je rentre chez moi alors que le soleil descend, baignant notre modeste banlieue dans des teintes d'orange et de gris. Notre demeure est une humble maison de style Cape Cod sur Maple Street, peinte en blanc avec des volets bleus. Un petit jardin que Caroline entretenait autrefois méticuleusement avant que son entreprise ne l'absorbe. Maintenant, l'herbe pousse excessivement longue, et les parterres de fleurs sont envahis par les mauvaises herbes. La maison est plongée dans l'obscurité alors que je me gare dans l'allée. Naturellement. À l'intérieur, j'allume les lumières et me dirige vers la cuisine, le domaine de Caroline. Des appareils électroménagers en acier inoxydable, une cuisinière à gaz de qualité professionnelle, des étagères d'épices et d'herbes achetées auprès de vendeurs spécialisés. La cuisine vaut plus que ma voiture. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je peux faire des œufs brouillés. Alors que j'atteins le carton d'œufs, je renverse par inadvertance un petit pot en verre placé sur le comptoir. Il roule vers le bord, et je l'intercepte juste avant qu'il ne s'écrase au sol. L'étiquette porte une inscription manuscrite de l'écriture précise de Caroline, mélange spécial. Ne pas toucher. La curiosité, l'instinct même qui a fait de moi un chimiste compétent, me pousse à dévisser le couvercle. Il contient une poudre sombre, presque noire, parsemée de nuances de brun et de gris. Il dégage une odeur terreuse et moisie, avec une note sous-jacente que je ne parviens pas à discerner. Pas désagréable, mais certainement pas appétissant. Je suis sur le point de remettre le couvercle quand quelque chose arrête mon mouvement, un souvenir, vague mais persistant. Cette odeur. Je l'ai rencontrée auparavant, il y a des années, dans un laboratoire universitaire. Avant que je puisse me dissuader, je transfère une petite quantité dans un sachet en plastique et le scelle.
Ensuite, je remets méticuleusement le pot à son emplacement précis sur le comptoir. Mon téléphone vibre une fois de plus. Cette fois, ce n'est pas Caroline. Dave, c'est Paul. Appelle-moi quand tu reçois ça. C'est important. Paul Henderson, mon ancien partenaire de laboratoire de l'université, maintenant employé comme technicien de recherche au Millbrook Community College. Nous partageons des bières tous les 2 ou 3 mois, nous remémorant l'époque où nous pensions révolutionner le monde par la science, au lieu de succomber à la confortable médiocrité de l'âge mûr. Je compose son numéro. Il décroche à la première sonnerie. Dave, Dieu merci. Écoute, il faut que je te voie ce soir, si possible. Qu'est-ce qui se passe? Pas au téléphone. Tu peux passer au labo? Je suis ici tard, je travaille sur un projet. L'urgence dans son ton exclut toute idée de refus. Donne-moi 20 minutes. Le collège communautaire est constitué d'un ensemble de bâtiments en briques des années 60 disposés autour d'un quadrilatère qui ressemble plus à de la bouca de l'herbe. Paul m'accueille à l'entrée latérale du bâtiment des sciences, l'air soucieux. C'est un homme petit, chauve, avec des lunettes à monture métallique qui glissent constamment sur son nez. Ce soir, il a l'air de ne pas avoir dormi. Merci d'être venu, dit-il en me faisant entrer. Le couloir empeste le formaldéhyde et la cire à plancher. Nos pas résonnent sur le linoléum alors qu'il me guide vers son laboratoire. On dirait que quelqu'un est mort, je remarque, tentant une plaisanterie. Paul ne sourit pas. Il ferme la porte du labo derrière nous et la verrouille. Dave, à quel point fais-tu confiance à Caroline? La question me frappe comme un coup de poing à l'estomac. C'est quoi, cette question? Réponds-moi, c'est tout. Lui fais-tu confiance? C'est ma femme. Ce n'est pas une réponse. Je m'appuie contre l'une des paillasses, soudain épuisé. Pourquoi tu me demandes ça? Paul ajuste ses lunettes, un tic nerveux dont je me souviens de nos années d'université. Parce que j'ai été témoin de quelque chose ce soir, quelque chose qui me ronge depuis 2 heures, et je ne peux pas te le cacher. Paul, tu me fais peur. J'étais chez Russo, ce restaurant italien sur Main Street, pour chercher à dîner. J'y ai vu Caroline avec un homme. Mon estomac se serre. Son associé, sans doute Derek. Ils se rencontrent souvent pour parler affaires. La voix de Paul est douce, mais résolue. Ils ne parlaient pas affaires. Ils étaient assis dans un box d'angle, et elle l'embrassait. Pas un petit bisou, un vrai baiser, le genre qui signifie quelque chose. Le laboratoire penche légèrement. Je m'agrippe au bord de la paillasse. Tu es sûr que c'était elle? J'en suis certain. Nous restons silencieux. Les néons bourdonnent au-dessus de nos têtes. Quelque part dans le bâtiment, une tuyauterie claque. Il y a autre chose, dit Paul doucement. Quand je suis parti, je les ai vus monter dans sa voiture, une BMW noire. J'ai noté le numéro d'immatriculation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste pensé que tu devrais être au courant. J'extrais le sachet en plastique de la poche de ma veste. Mes mains tremblent. Tu peux analyser ça pour moi. Paul accepte le sachet, le tenant à la lumière. Qu'est-ce que c'est? Je n'en suis pas sûr. Je l'ai trouvé dans la cuisine de Caroline. C'est étiqueté comme un mélange d'épices, mais quelque chose me dérange. Tu veux que je fasse des tests? Tu peux. Paul hoche lentement la tête. Je peux faire une analyse de base ce soir. Une analyse complète prendra quelques jours. Il me regarde intensément. Dave, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore, je réponds, mais j'ai l'intention de le découvrir. Je rentre chez moi dans un état second. Mon esprit s'emballe, reliant des points que je suis peu enclin à relier, les soirées tardives, les voyages d'affaires, le détachement et la distraction récents de Caroline, les plats spéciaux qu'elle a préparés, soi-disant pour soulager mes maux d'estomac, servis avec tant d'attention. La maison est plongée dans l'obscurité à mon arrivée. Je reste assis dans ma voiture dans l'allée, les yeux fixés sur la fenêtre de notre chambre, 10 ans de mariage, 10 ans à croire que je connaissais quelqu'un. Mon téléphone vibre. Les résultats préliminaires sont étranges. Besoin de faire d'autres tests. Tu peux passer demain après-midi. Je réponds par SMS, j'y serai. À l'intérieur, je m'abstiens d'allumer les lumières. Je me déplace dans la maison plongée dans l'obscurité comme un fantôme, accomplissant les actions routinières de la normalité, me brosser les dents, me changer,
me glisser dans notre lit vide. Caroline rentre à la maison à 2 heures du matin. J'entends sa voiture dans l'allée, sa clé dans la serrure, ses pas dans l'escalier. Elle se glisse dans le lit à côté de moi, dégageant un parfum et quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Dave, chuchote-t-elle. Tu es réveillé. Je maintiens une respiration régulière, feignant le sommeil. Après un moment, elle soupire et se détourne. Je suis allongé dans l'obscurité, l'estomac noué, et je me demande si la femme à côté de moi essaie de m'éliminer. Le matin arrive avec une lumière grise et le bruit de la pluie contre le toit. Caroline est déjà réveillée, s'activant dans la cuisine. Je perçois l'odeur du café qui infuse, du bacon qui frit, la symphonie domestique d'un matin normal et d'un mariage normal, sauf que rien n'est plus normal. Je m'habille délibérément, mon esprit vif malgré la nuit blanche. Des années de formation en chimie m'ont inculqué l'importance de l'observation, de la formulation d'hypothèses, de la recherche de preuves où qu'elles mènent. Je dois aborder cela méthodiquement. Émotionnellement, je suis une épave, intellectuellement, je dois rester calme. Caroline est au fourneau quand je descends l'escalier, drapée dans sa robe de soie, ses cheveux sombres retenus en une queue de cheval. Elle est magnifique. J'ai toujours eu cette opinion, 36 ans, dotée d'une élégance qui découle de la confiance et du succès. À quel moment ai-je cessé de lui suffire? Bonjour, chérie, me salue-t-elle d'un ton enjoué, peut-être trop enjoué. Je t'ai préparé ton plat préféré, du bacon et des œufs, et j'expérimente un nouveau mélange d'épices dans les œufs. Dis-moi ce que tu en penses. Elle pose une assiette devant moi. Les œufs sont parfaitement brouillés, parsemés d'herbes et de cette poudre noire que je reconnais au bocal. Ça a l'air excellent, dis-je, d'une voix ferme, mais je suis en retard. Je prendrai quelque chose à la concession. Son sourire vacille. Tu dois manger, Dave. Tu as tellement perdu de poids. Je sais. Je vais manger, je te le promets. Je lui embrasse la joue, un baiser de Judas s'il en est, et saisis mes clés. Attends, me lance-t-elle. Je dois assurer un événement ce soir à l'hôtel Riverside, une grosse affaire d'entreprise. Je ne serai probablement pas rentré avant minuit. Avec Derek? La question fuse, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Elle cligne des yeux. Oui, avec Derek. C'est mon associé. Pourquoi? Aucune raison, je demandais juste. Je pars avant qu'elle ne puisse en demander davantage. À la concession, Jimmy jette un coup d'œil à mon visage et me sert du café sans un mot. La matinée se déroule dans un brouillard de paperasse et d'interaction avec les clients. Je souris, je serre des mains, je négocie des prix, le tout en pilote automatique, et à 3 heures, je dis à Jimmy que je pars plus tôt et je conduis jusqu'à la fac. Paul m'attend dans son laboratoire, semblant encore plus hagard que la veille. Des papiers sont éparpillés sur son bureau, des écrans d'ordinateur illuminés par des données qui me demanderaient du temps pour les interpréter. Assieds-toi, me dit-il. Je prends place. Paul retire ses lunettes, les nettoie avec son t-shirt et les remet, visiblement pour gagner du temps. Dave. J'ai fait tous les tests imaginables. Chromatographie, spectroscopie, tout le tralala. Cette poudre que tu m'as fournie. Sa voix s'éteint. Dis-moi juste que ce n'est pas un mélange d'épices. Enfin, il y a des épices dedans. Curcuma, coriandre, poivre noir. Mais l'ingrédient principal est astérisque Amanita phalloide astérisque. Amanite phalloide. L'un des champignons les plus vénéneux connus. Le silence se fait dans le laboratoire. J'entends les battements de mon propre cœur résonner dans mes oreilles. Quelle quantité? Ma voix semble lointaine, détachée. Suffisamment pour être mortelle si consommée régulièrement? Au fil du temps, il provoque des lésions du foie et des reins. Les symptômes se manifestent par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée, conduisant finalement à une insuffisance organique. Les mains de Paul tremblent. Dave, tes symptômes. Depuis combien de temps te sens-tu mal? 3 mois, peut-être 4. Putain de merde. Paul se lève brusquement, arpentant les limites du petit laboratoire. Il faut t'emmener à l'hôpital immédiatement. Il s'arrête. Attends. Mon esprit s'emballe, des pièces disparates se mettent en place avec une clarté effroyable. Tu peux analyser mon sang? Déterminer s'il y a des preuves d'empoisonnement? Je peux faire une prise de sang, mais un dépistage toxicologique complet doit être envoyé à un laboratoire agréé.
Ça prend des jours. Fais-le. Paul prélève 3 tubes de sang, étiquetant méticuleusement chacun. Ses mains sont plus fermes maintenant, stabilisées par le rythme familier d'une procédure scientifique. Je vais les envoyer en urgence au laboratoire d'État. J'ai un contact là-bas. Mais Dave, tu dois consulter un médecin aujourd'hui. Je le ferai. Mais d'abord, j'ai besoin d'être certain. Certain de quoi? Que ta femme t'empoisonne? Dave, les preuves sont circonstancielles. Je l'interromps. J'ai besoin de preuves irréfutables, et j'ai besoin de comprendre la motivation. Paul me fixe intensément. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de comprendre. Et parce que, je m'arrête, choisissant soigneusement mes mots, parce que j'ai besoin d'identifier toutes les personnes impliquées. Une lueur de compréhension s'allume dans les yeux de Paul. Tu soupçonnes qu'il y a plus qu'une simple liaison. Je pense que si Caroline voulait me quitter, elle me quitterait tout simplement. Nous n'avons pas d'enfant. Nous avons un contrat de mariage. Sa proposition, en fait. Elle conserverait son entreprise et je conserverais la concession. Nous partagerions la maison et les capitaux propres. Une rupture nette. Je me lève, arpentant la pièce à mon tour. Mais si je meurs, elle hérite de tout. La concession, la maison, mon assurance vie. $1 demi-million, plus des actifs. Donc, c'est une question d'argent. D'argent et de liberté. Elle gagne les deux. Et elle gagne Derek. Paul s'assoit lourdement. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais le mieux. Enquêter, documenter et monter un dossier. Je croise son regard. Et ensuite, j'ai l'intention de les détruire. La semaine suivante se déroule comme une étrange double vie. Le jour, je suis dev normal, je gère la concession, je souris aux clients, je bavarde avec Jimmy et les mécaniciens. La nuit, je me transforme en quelqu'un d'autre. Quelqu'un de méthodique et de froid. Je commence par Derek Chambers, l'associé de Caroline et cofondateur de Spice of Life Catering. Je connais déjà les faits essentiels. Il a 34 ans, est diplômé d'une école culinaire de Boston et a déménagé à Millbrook il y a 2 ans. Il possède une beauté banale que les magazines féminins qualifieraient peut-être élégante. Grand, athlétique, avec une barbe de 3 jours permanente. Le genre d'individu qui affectionne les jeans coûteux et conduit une BMW. Le suivre s'avère plus facile que prévu. Ils ne sont pas prudents. Pourquoi le seraient-ils? Ils me croient être le mari naïf, trop malade et trop obtus pour remarquer. Je les observe se rencontrer au condominium de Derek, une structure moderne de verre et d'acier dans le nouveau lotissement au bord de la rivière. Ils pensent être discrets, se garant dans le garage souterrain, mais je conserve un point de vue dégagé depuis le café d'en face. Je les regarde au restaurant, se tenant la main par-dessus les tables dans des villes suffisamment éloignées de Millbrook pour qu'ils se croient en sécurité. Je les observe dans la cuisine professionnelle de la société de traiteurs, travaillant à proximité immédiate. Et la façon dont ils se touchent. Désinvolte, familière, intime. Je documente tout méticuleusement. Des photos prises avec mon téléphone, des dates et des heures consignées dans un carnet. Des numéros de plaques d'immatriculation, des reçus découverts dans le véhicule de Caroline. Mais il me faut plus. Il me faut la preuve irréfutable. Elle provient d'une source inattendue, Ethel Morrison, ma voisine de 72 ans. Ethel réside sur Maple Street depuis 40 ans et est au courant de toutes les affaires. Elle sert de surveillance de quartier, de centrale à potins et de commerce général. Je l'ai toujours trouvée épuisante. Maintenant, elle est inestimable. Dave m'appelle TL un samedi matin alors que je relève mon courrier. Puis-je vous parler? Je me force à sourire. Bien sûr, est-elle. De quoi s'agit-il? Elle jette un coup d'œil conspirateur autour d'elle avant de se pencher. Je n'aime pas propager les rumeurs, mais je pense que vous devriez être au courant. J'ai vu un homme venir chez vous en votre absence. Il a une clé. Mon sang se glace. À quoi ressemble-t-il? Grand, cheveux foncés, il conduit une belle voiture noire. Il arrive l'après-midi, reste 1 heure ou 2, puis repart. Je ne dirai rien, mais... Elle s'interrompt, visiblement mal à l'aise. Mais quoi? Eh bien, Caroline est invariablement à la maison quand il vient, et je trouve cela simplement étrange, c'est tout.
Un homme qui possède une clé de votre résidence. J'exprime ma gratitude à Ethel, mon esprit s'emballe. Derek possède une clé. Bien sûr, il en a une. Ils sont associés. Il serait logique qu'il ait accès à la maison où Caroline effectue ses tests de recettes. Sauf qu'il ne s'agit pas de tests de recettes. Cet après-midi-là, j'installe une caméra cachée dans notre chambre. Un petit appareil acheté en ligne, déguisé en chargeur de téléphone. J'éprouve un sentiment de souillure en le faisant, mais j'ai besoin de preuves. Pour les avocats, pour la police, pour moi-même. La caméra enregistre tout, et ces enregistrements allument en moi le désir de raser la maison. 3 jours d'images. 3 jours de Caroline et Derek dans mon lit, dans ma maison, riant et se touchant. Discutant de leur avenir commun. Encore 6 mois, dit Caroline dans l'enregistrement, sa voix claire. Les médecins ont indiqué qu'il pourrait falloir jusqu'à 6 mois pour que l'empoisonnement s'avère fatal. Nous devons simplement faire preuve de patience. Derek lui embrasse le cou. Et s'il le découvre? Il ne le découvrira pas. Dave est brillant avec les voitures et la chimie, mais il est nul avec les gens. Il me fait aveuglément confiance. C'est même assez pathétique. Il rit. Il rit vraiment. J'ai regardé les images seul dans mon bureau à la concession, la porte verrouillée, le son coupé. Je les regarde 3 fois, m'assurant que je ne me méprends pas, que je ne projette pas, que je n'imagine pas des choses. Mais il n'y a pas de malentendu. Tout est là, sans équivoque. La liaison, l'empoisonnement, le complot visant à m'éliminer et à tout saisir. Une fois que j'ai terminé de regarder, je copie les fichiers sur 3 disques distincts. Ensuite, je m'assois dans le bureau sombre et je me permets de le ressentir. La rage, la trahison, la douleur profonde d'aimer quelqu'un qui souhaite votre mort. Puis, je verrouille ces émotions et je commence à planifier. Paul m'appelle le lendemain matin avec les résultats du laboratoire. Je suis à la concession, simulant une revue d'inventaire, lorsque mon téléphone sonne. Le rapport toxicologique est arrivé, annonce-t-il sans préambule. Dave, vous présentez des niveaux importants d'amatoxine dans votre sang. Vos enzymes hépatiques sont élevées. Vos reins présentent des signes de dommages. Vous avez besoin de soins médicaux immédiats. Combien de temps me reste-t-il? Ce n'est pas pertinent, Dave. Vous devez aller à l'hôpital. Combien de temps? Silence. Alors, si l'empoisonnement persiste au rythme actuel, peut-être 4 mois, peut-être moins. Cependant, si vous cessez d'ingérer la toxine et recevez un traitement approprié, vous pouvez vous rétablir. Les dommages ne sont pas encore irréversibles. Envoyez-moi le rapport complet. Tout. Et Paul, merci. Que allez-vous faire? Ce qui doit être fait. Je mets fin à l'appel et reste assis un instant, le temps d'assimiler l'information. 4 mois. 4 mois si je reste passif. Mais je n'ai absolument pas l'intention de rester passif. D'abord, j'ai besoin d'alliés. Jimmy me trouve 1 heure plus tard, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur. Il frappe sur le chambranle, bien que la porte soit ouverte. Patron? Tout va bien? Je lève les yeux. Jimmy travaille pour moi depuis 5 ans. Il est loyal, discret et son frère est détective privé. Plus important encore, il a observé ma détérioration au cours des derniers mois et s'est enquis plus d'une fois de mon bien-être. Jimmy, ferme la porte et assieds-toi. Il s'exécute, l'inquiétude gravée sur son visage buriné. Que se passe-t-il? Je lui raconte tout. L'empoisonnement, la liaison, le complot pour m'éliminer. Je lui montre les rapports de laboratoire, les images de la caméra, le calendrier que j'ai reconstitué. J'observe son expression passer du choc à l'incrédulité, puis à une froide fureur. Cette ordure. Il s'interrompt, la mâchoire serrée. De quoi as-tu besoin? D'aide. Des informations. De la force brute, si cela devient nécessaire. Et de la discrétion. Tu l'as. Tout ça. Il se penche en avant. Mon frère Mike, le détective privé. Il peut déterrer tout ce qui concerne ce Derek. Relevé bancaire, relevé téléphonique, tout le tralala. Tout ne sera peut-être pas admissible devant un tribunal, mais au moins, je saurai à qui j'ai affaire. Fais-le. Et Jimmy, je dois déterminer qui d'autre est impliqué. Tu soupçonnes qu'il y a plus.
Je crois que Caroline n'a pas l'intelligence de planifier ça toute seule. Elle est brillante en cuisine, mais ça... Ce niveau de préméditation. Quelqu'un l'a aidé. Jimmy hoche lentement la tête. Je vais demander à Mike de commencer à creuser. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêter de manger ces plats. Pour commencer. Et là, je souris. Et ce n'est pas un sourire agréable. Ensuite, je vais faire en sorte qu'il regrette de ne pas avoir simplement demandé le divorce. Le morceau suivant du puzzle se met en place 2 jours plus tard, grâce au frère de Jimmy, Mike. Il se présente à la concession après les heures d'ouverture, avec une chemise manille bourrée de documents. Le partenaire commercial de ta femme est noyé sous les dettes, déclare Mike en étalant les papiers sur mon bureau. Carte de crédit utilisée au maximum, échéance de prêt impayé. Il a un problème de jeu, principalement le poker en ligne, mais aussi des voyages au casino dans le Connecticut. Il doit environ 60 000 $ à des usuriers. Je feuillette les documents. Relevé bancaire révélant le compte de Derek perpétuellement à découvert. Rapport de crédit signalé par des alertes rouges partout. Lettre menaçante de créancier. Il a désespérément besoin d'argent, je conclus. Ce n'est pas tout. Mike récupère une autre pile de documents. Ta femme a souscrit une police d'assurance vie sur toi il y a environ 6 mois. 500 000 $. Elle est désignée comme seule bénéficiaire. Le calendrier se précise. Il y a environ 6 mois, Caroline a augmenté ta couverture d'assurance vie. Il y a environ 4 mois, tu as commencé à avoir des problèmes de santé. Les pièces s'assemblent avec une sinistre précision. Il y a un autre point, déclare Mike. J'ai mené quelques recherches sur les relations de ta femme. Il y a une femme qui s'appelle Jennifer Walsh. Elle est répertoriée comme directrice financière de Spice of Life Catering. Est-ce que tu la connais? Je fronce les sourcils. Jennifer? Bien sûr. C'est la meilleure amie de Caroline depuis ses années d'université. Elle a aidé Caroline à mettre en place la structure de l'entreprise et gère les registres financiers. Elle possède également un diplôme de chimie de l'Université d'État. Elle a obtenu son diplôme environ 2 ans avant moi. Cette révélation sur la chimie est troublante. Oui, elle a été employée par une entreprise pharmaceutique pendant plusieurs années, puis a démissionné pour se consacrer au travail de consultant. Principalement pour aider les petites entreprises avec leurs finances. Mike tapote le document. Mais voici l'aspect intéressant. Elle a été licenciée de l'entreprise pharmaceutique pour vol. Plus précisément, le vol de matériel de laboratoire et de composés chimiques. Je me penche en arrière, mes pensées s'emballent. Jennifer Walsh. La discrète et efficace Jennifer. Toujours présente en arrière-plan lors des événements de Caroline. La colocataire de Caroline à l'université. Sa conseillère de confiance. Sa meilleure amie. La personne qui aurait une connaissance précise de la toxine à utiliser et de sa méthode d'administration. J'ai besoin de tout ce que tu peux découvrir sur Jennifer, dis-je à Mike. Absolument tout. Il hoche la tête. C'est déjà en cours. J'aurai des informations supplémentaires dans quelques jours. Après le départ de Mike, je reste assis seul dans mon bureau, assemblant les éléments de la conspiration. Il n'y a pas que Caroline et Derek, Jennifer est également impliquée. Peut-être plus exactement, c'est une toile de mensonges, avec moi à son épicentre, succombant graduellement pendant qu'ils élaborent leur stratégie pour l'avenir. Mais je ne suis pas encore mort, et j'en ai fini d'être la victime. Je vais commencer par les finances. Caroline se croit futée, mais elle est négligente. Nos comptes restent joints, elle n'a jamais pris la peine de modifier cet arrangement. Je conserve l'accès à tous les comptes, y compris les comptes professionnels de Spice of Life Catering. Je contacte mon avocat, Tom Bradford. Nous nous connaissons depuis le lycée, et j'ai une confiance absolue en lui. Je lui explique la situation, pas dans son intégralité, mais suffisamment. L'aventure, le mal étrange, l'impératif de protéger mes actifs. Je souhaite bloquer les comptes joints, je l'informe. Et j'ai l'intention d'engager une procédure de divorce discrètement. Tom marque une pause. Dave, si tu es résolu à agir ainsi, nous devons procéder avec une extrême rigueur. Documente tout. Obtiens les dossiers médicaux. Si tu soupçonnes un empoisonnement, tu es tenu de le signaler à la police. Pas encore. J'ai besoin de preuves supplémentaires, mais je veux être préparé.
Entendu. Je vais commencer les démarches administratives. Mais Dave, sois prudent. Si tes assertions sont exactes, ces individus sont dangereux. J'en suis conscient. C'est pourquoi j'ai l'intention d'être plus dangereux qu'eux. Le jour suivant, j'exécute ma manœuvre. Je transfère tous les actifs liquides de nos comptes joints vers un nouveau compte établi uniquement à mon nom. Ce n'est pas illégal. Les comptes sont joints, j'en ai parfaitement le droit. Cependant, cela prive Caroline d'accès aux fonds. Par la suite, je contacte la banque qui détient l'hypothèque de notre résidence et le prêt professionnel pour la concession. J'explique que je suis en instance de divorce et que je dois protéger mes actifs. Ils se montrent compréhensifs. Ils ont déjà été témoins de ce genre de situation. À la fin de la journée, l'accès de Caroline à nos finances est coupé. Les cartes de crédit sont annulées. Le compte professionnel est bloqué, en attendant un audit financier. J'attends l'explosion. Elle se produit ce soir-là. Je suis à la maison, j'ai commencé à rentrer plus tôt, insistant sur ma présence, quand Caroline fait irruption par la porte, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu as fait » hurle-t-elle. « Mes cartes de crédit ne fonctionnent plus. Le compte professionnel est bloqué. »« Dave, qu'est-ce qui se passe ?» Je lève les yeux de mon ordinateur portable. « Reste calme. Je protège mes actifs pendant une période difficile. » Quelle période difficile? À quoi fais-tu allusion? À la période difficile pendant laquelle ma femme a une aventure avec son associé et tente de m'éliminer. La couleur quitte son visage. Un instant, elle est pétrifiée, la bouche bée, les yeux écarquillés. Puis, elle reprend ses esprits, et la façade se remet en place. C'est absurde, Dave. Tu ne vas pas bien. Tu fais preuve de paranoïa. Tu as besoin d'aide. J'en reçois. J'ai un avocat, des enquêteurs et des résultats de laboratoire. Je connais la manite phalloïde, Caroline. Je connais la police d'assurance vie. Je suis au courant de tout. Elle me regarde, et je vois l'instant où elle comprend mon sérieux, l'instant où elle comprend que je ne suis plus le mari malade et naïf. Dave, dit-elle, sa voix maintenant plus douce, suppliante. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas comme tu le perçois. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique-moi comment empoisonner ton mari constitue une tentative d'homicide. Je n'ai jamais. Je n'ai pas fait ça. Elle marque une pause, réévalue la situation. Tu interprètes mal. Ce mélange d'épices est expérimental pour l'entreprise de traiteur. J'ignorais qu'il pouvait provoquer des maladies. Tu ignorais que les amanites phalloïdes sont toxiques? Toi, une chef professionnelle qui a étudié la toxicologie comme partie intégrante de ta formation. Essaie encore. Elle change de stratégie, des larmes ruisselant maintenant sur son visage. D'accord, oui, je vois Derek. Je suis désolé. Je reconnais que c'est mal, mais je n'ai jamais essayé de te faire du mal. Je ne te ferai jamais de mal. Garde ça pour les autorités. La police? Sa voix monte d'un ton. Tu fais intervenir la police? Pas encore. Au début, j'ai l'intention de te ruiner, ensuite j'ai l'intention de ruiner Derek, ensuite j'ai l'intention de ruiner Jennifer. Et ensuite, une fois que vous aurez tout perdu, votre entreprise, votre réputation, votre liberté, alors je contacterai les autorités. Le visage de Caroline se durcit. Tu ne peux rien prouver. Vraiment? Je possède des rapports de laboratoire qui prouvent l'empoisonnement. Je possède des vidéos de toi et de Derek discutant de ma mort. Je possède des relevés financiers documentant la police d'assurance vie et les dettes de Derek. Je possède des témoignages de témoins. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Elle se tient là, tremblant, piégée. Finalement, elle dit, que veux-tu? Je veux que tu souffres comme tu m'as fait souffrir. Je veux que tu comprennes la sensation de tout perdre. Et je veux que tu comprennes que c'est toi qui as provoqué tout ça. Je me lève, ramassant mon ordinateur portable. Je vais à l'hôtel ce soir. Ne me contacte pas. Ne t'aventure pas à la concession. Ne fais rien d'autre que de contempler la manière spectaculaire dont tu as anéanti ta vie. Je la dépasse, sortant par la porte et me retrouvant dans l'air frais du soir. Derrière moi, je l'entends commencer à pleurer. Je ne me retourne pas. Le Millbrook Inn est un motel délabré situé à la périphérie de la ville, le genre d'établissement fréquenté par les routiers et les liaisons clandestines.
Il est bon marché, anonyme, et exactement ce dont j'ai besoin. Je m'enregistre sous mon vrai nom, il n'y a aucune raison de me cacher, et m'installe dans une chambre qui exhale un parfum de cigarette et de regret. Mon téléphone vibre sans cesse, Caroline qui appelle, envoie des messages, me supplie de rentrer à la maison. J'ignore chaque message, la laissant paniquer, la laissant se débattre. La laissant éprouver la sensation que le sol se dérobe sous ses pieds. Je commande de la cuisine chinoise et étale mes preuves sur le lit. Des rapports de laboratoire, des documents financiers, des photographies, des fichiers vidéo. J'organise tout, construisant un dossier qui est hermétique et dévastateur. Mon téléphone sonne. Pas Caroline cette fois, Jimmy. Patron, il faut que vous soyez témoin de quelque chose. Est-ce que je peux passer? Je suis au 1000 Brooklyn, chambre 112. Il arrive environ 20 minutes plus tard avec son frère, Mike. Ils ont tous les deux l'air sombres. On a découvert quelque chose, dit Mike, en sortant son ordinateur portable. Jennifer Walsh détourne des fonds de la société de traiteurs. Au début, de petites sommes, mais ça a pris de l'ampleur. Au cours de la dernière année, elle a détourné environ 80 000 $. Je me penche en avant, scrutant les feuilles de calcul sur son écran. Caroline n'est pas au courant. Soit elle n'est pas au courant, soit elle est complice. C'est difficile à déterminer. Mais c'est là que ça devient intéressant. Mike clique sur un autre fichier. Jennifer effectue des paiements réguliers à Derek. Des transferts d'argent, invariablement inférieurs à 10 000 $ pour contourner les obligations de déclaration. Elle finance sa propension au jeu, donc, Jennifer utilise l'entreprise comme sa banque personnelle, et Derek utilise Jennifer comme son distributeur automatique personnel. Je me recule, réfléchissant. Ils s'exploitent tous les uns les autres. Il y a plus, dit Jimmy. Mike a parlé avec des personnes au casino. Derek s'est vanté d'acquérir des fonds prochainement. Des fonds considérables. Il a déclaré qu'il avait une transaction en cours, et qu'une fois qu'elle se concrétiserait, il déménagerait en Floride. Le versement de l'assurance vie, dis-je. Il prévoit de recevoir 500 000 $ divisés entre 3 personnes, ajoute Mike. Entre Caroline, Derek et Jennifer. C'est l'arrangement qu'ils ont éliminé. Vous encaissez l'assurance et vous divisez le produit. Caroline conserve l'entreprise et la résidence. Derek reçoit suffisamment d'argent pour régler ses dettes et recommencer à zéro. Jennifer reçoit sa part et disparaît. Je sens une rage froide m'envahir. Ils ont orchestré ça en collaboration, tous les trois. Il semble que oui, confirme Mike. Et il le planifie depuis des mois. On a découvert des emails entre Jennifer et Caroline qui parlent du projet. Ils sont circonspects, jamais explicites, mais la chronologie correspond au moment où vous êtes tombé malade. Est-ce qu'on peut démontrer l'implication de Jennifer dans l'empoisonnement? C'est plus difficile. Elle est intelligente et a masqué ses traces. Mais le détournement de fonds? On peut le prouver. Et une fois que les autorités commenceront à enquêter, elles découvriront le reste. Je me lève, arpentant la petite chambre. Bon, voilà notre plan d'action. On va les démanteler pièce par pièce. En commençant par Derek. Le lendemain matin, je suis de retour à la concession avant l'aube. J'ai des choses à accomplir. La BMW de Derek est facilement identifiable. Il la gare sur le parking derrière les cuisines professionnelles de la société de traiteurs. C'est sa fierté et sa joie. Une M4 noire de 2021, probablement louée à un taux qu'il ne peut pas se permettre. Je connais les voitures, je les connais intimement. Et je sais précisément comment rendre la vie de Derek misérable sans enfreindre aucune loi. Je ne sabote pas les freins, ce serait dangereux et criminel. Au lieu de cela, j'exécute quelque chose de bien plus irritant. Je vidange le liquide de refroidissement suffisamment pour que la voiture surchauffe après environ 20 minutes de conduite. Je desserre les bornes de la batterie pour que la voiture subisse des dysfonctionnements électriques. Je libère un peu d'air des pneus, pas à plat, juste assez bas pour déclencher l'avertissement de pression. Des actions mineures. Des actions exaspérantes. Des actions qui coûteront à Derek à la fois de l'argent et du temps, dont il manque cruellement. Ensuite, je passe un coup de téléphone au service de sécurité du casino. Je ne révèle pas mon identité, je leur dis simplement qu'un client nommé Derek Chambers compte les cartes aux tables de blackjack et qu'il mérite une enquête plus approfondie. Il n'a pas, en fait, compté les cartes, car il n'a pas l'intellect nécessaire.
Cependant, la simple accusation entraînera son expulsion, coupant ainsi son accès au jeu. Par la suite, je rends visite au prêteur sur gage à qui Derek est redevable. Cela exige une force de caractère considérablement plus importante. L'individu opère depuis une boutique de prêteurs sur gage située dans une partie particulièrement malfamée de la ville et incarne tous les stéréotypes négatifs que l'on pourrait anticiper. Un coup épais, le regard dépourvu d'empathie, il semble être le genre d'homme qui gagne sa vie en brisant des doigts. J'annonce que je suis à la recherche d'informations concernant Derek Chambers, en m'efforçant consciemment de maintenir un ton vocal stable. Le prêteur sur gage, qui m'indique de l'appeler Tony, m'examine de la tête aux pieds. « T'es flic ?» demande-t-il. « Non » je réponds. « Je suis quelqu'un que Derek a lésé. J'ai supposé que vous pourriez être intéressé de savoir comment il compte acquérir les fonds pour vous rembourser. » L'intérêt de Tony s'éveille. « Je t'écoute » répond-il. Je procède à l'informer de la fraude à l'assurance vie, de l'incident d'empoisonnement et du plan de Derek de s'enfuir en Floride avec le produit. Le truc, c'est que, expliquai-je, les autorités mènent déjà une enquête. Derek va être appréhendé, et si cela se produit, vous ne récupérerez jamais vos 60 000. Tony considère cette information. Tu suggères que je devrais me faire payer maintenant, demande-t-il. Je me contente de vous dire que vous devriez être conscient de la situation. Ce que vous choisissez de faire de cette connaissance est votre prérogative. Je sors de la boutique de prêteurs sur gage en me sentant moralement compromis, mais satisfait. Tony s'abstiendra d'éliminer Derek, car cela générerait une surveillance excessive, cependant, il fera sans aucun doute de l'existence de Derek un enfer sur Terre, précisément mon intention. La pression s'intensifie tout au long de la semaine suivante. Le véhicule de Derek connaît des pannes mécaniques répétées. Le casino lui interdit définitivement l'accès à ses locaux. Les associés de Tony commencent à apparaître à son appartement, proférant des menaces. Derek se désintègre rapidement, et mes machinations ne font que commencer. Caroline essaie incessamment de me contacter. Elle se présente même à la concession automobile, mais est repoussée par Jimmy. Elle contacte ensuite mon représentant légal, qui lui demande de communiquer par les voies officielles. Elle est désespérée, effrayée, et je ne ressens absolument rien. Le coup le plus dévastateur se produit lorsque je divulgue les détails du détournement de fonds au plus gros client de l'entreprise de traiteurs, une société qui représente 30% de son chiffre d'affaires total. Je n'exécute pas cette action directement, car je suis plus avisé que cela. Au lieu de cela, j'instruis Mike d'envoyer un courrier électronique anonyme au service juridique de la société, en joignant des documents financiers qui étaient le détournement de fonds. La société lance une enquête immédiate. En 48 heures, elle suspend son contrat avec Spice of Life Catering en attendant un audit complet. Caroline me téléphone, à la limite de l'hystérie. « Dave, s'il te plaît » implore-t-elle. L'entreprise s'effondre. Notre plus gros client vient de résilier son contrat avec nous. Nous allons tout perdre, se lamente-t-elle. Bien, rétorquai-je, et je mets fin à l'appel. Jennifer est la prochaine. Je l'ai délibérément gardée pour la fin, car elle est la plus intelligente et, par conséquent, la plus dangereuse des trois. C'est elle qui a identifié le poison approprié à utiliser et qui a servi d'architecte de ma tentative d'assassinat. J'organise une rencontre avec elle, feignant un désir de discuter des questions financières de l'entreprise. Elle acquiesce, pensant probablement qu'elle peut me manipuler pour me faire croire que Caroline est innocente. Nous nous réunissons dans un café de la ville voisine. Jennifer arrive, respirant la maîtrise de soi et le professionnalisme, vêtue d'un tailleur sur mesure, ses cheveux blonds soigneusement retenus. Elle commande un latte et occupe le siège en face de moi, offrant un sourire. « Dave, je suis contente que tu aies appelé, dit-elle. Nous devons parler de Caroline. Elle s'est montrée extrêmement inquiète pour toi. Je suis certain qu'elle l'a été, répondis-je. Inquiète que je survive assez longtemps pour témoigner. Le sourire de Jennifer reste inébranlable. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire, affirme-t-elle. Si, tu sais. C'est toi qui as informé Caroline quel champignon utiliser. C'est toi qui l'as aidé à calculer le dosage approprié. Tu es la chimiste, Jennifer. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. C'est absurde, s'exclame-t-elle. Je récupère un dossier et le fais glisser sur la table. Il contient la preuve du détournement de fonds, 80 000 $ sur 12 mois. J'ai déjà fourni des copies à la police et au service des impôts. Tu vas en prison, Jennifer. La seule question qui reste est la durée de ta peine.
Elle ouvre le dossier, son teint pâlissant. Tu ne peux pas prouver que j'ai eu une quelconque implication dans ton empoisonnement, proteste-t-elle. Peut-être pas. Cependant, je peux prouver la fraude, le détournement de fonds et le complot. Et une fois que la police aura commencé son enquête, elle découvrira le reste. Ils trouveront les courriels, les relevés téléphoniques et les virements financiers à Derek. Ils finiront par tout découvrir. Jennifer referme le dossier avec une attention délibérée. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-elle. « Je veux que vous confessiez tout officiellement. Et je veux que vous témoigniez contre Caroline et Derek. »« Pourquoi ferais-je cela ?» demande-t-elle. « Parce que si vous coopérez, vous pourriez bénéficier d'une peine plus clémente. Si vous ne coopérez pas, je veillerai à ce que vous receviez la peine maximale pour tous les chefs d'accusation imaginables. » Je me penche en avant. Je ne suis plus la victime maladive et impuissante, Jennifer. Je suis celui qui anéantira tous ceux qui ont tenté de m'éliminer. La seule question est de savoir si vous souhaitez périr à leur côté ou vous sauver vous-même. Elle reste silencieuse, calculant ses options. Finalement, elle déclare « Je veux l'immunité. » Négociez avec le procureur, mais vous feriez mieux d'agir vite. Derek s'effondre déjà, et Caroline est désespérée. Celui ou celle d'entre vous qui craquera le premier obtiendra l'arrangement le plus avantageux. Je pars, la laissant assise là, fixant son café d'un air absent, son impeccable sang-froid complètement brisé. 2 semaines plus tard, tout culmine. J'ai méticuleusement orchestré les événements, chronométrant chaque révélation pour un impact maximal. Derek s'effondre le premier. Les hommes de main de Tony l'ont malmené, sans lui infliger de blessures graves, juste assez pour lui instiller la peur. Conjugué à ses problèmes de voiture, à son interdiction de casino et à la pression croissante, Derek se désintègre complètement. Il se présente au poste de police, demandant une protection, et en échange, il divulgue tout, la liaison, le plan d'empoisonnement, l'implication de Jennifer et les machinations cruelles de Caroline. Il trahit tout le monde dans une tentative de se sauver lui-même. La police me convoque pour faire une déposition. Je rencontre la détective Sarah Martinez, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant qui a tout vu et qui n'est impressionnée par rien. « Monsieur Wilson, dit-elle, nous avons reçu des allégations troublantes. Derek Chambers affirme que votre femme vous empoisonne dans le but de toucher les indemnités d'assurance vie. » C'est exact, je confirme. Je lui tends une clé USB. Elle contient toutes mes preuves. Des rapports de laboratoire confirmant la présence d'amatoxine dans mon sang, des séquences vidéo de Caroline et Derek discutant de l'empoisonnement, des relevés financiers relatifs à la police d'assurance vie et aux dettes de Derek, et des témoignages ou tout ce dont vous avez besoin. La détective Martinez accepte la clé, son expression restant soigneusement neutre. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir plus tôt ?» demande-t-elle. « Parce que je voulais m'assurer que j'avais une affaire irréfutable. Et parce que je souhaitais qu'il s'autodétruise d'abord. » Elle m'étudie intensément pendant un long moment. « Vous vous rendez compte que cela constitue une justice sommaire dangereuse, observe-t-elle. Je n'ai violé aucune loi, j'interviens. J'ai documenté des crimes, sauvegardé mes actifs et rassemblé des preuves. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal. Légal, mais chargé de risques. Ils ont essayé de m'éliminer. Je crois que je suis autorisé à prendre une part de risque. » Elle ne peut pas contester cette affirmation. Les arrestations se déroulent rapidement. Caroline est arrêtée à la Commercial Kitchen sous les yeux de ses employés restants et de ses clients. L'humiliation est exquise. Derek est appréhendé dans son appartement, portant encore les marques des voyous de Tony. Jennifer tente de s'enfuir. Elle parvient à atteindre l'aéroport avant que la police ne l'arrête. Elle porte un sac contenant 50 000 $ en espèces, le reste du produit de son détournement de fonds. Tous les 3 sont accusés de tentative d'homicide, de conspiration, de fraude et de détournement de fonds. La caution est fixée à un montant exorbitant, rendant impossible pour chacun d'eux d'obtenir leur libération. J'assiste à l'audience de cautionnement. J'occupe une place à l'arrière de la salle d'audience et j'observe Caroline être escortée, vêtue d'une combinaison orange, les cheveux en désordre, le visage émacié. Elle me remarque, et son sang-froid s'effondre. Le procureur expose l'affaire. Les preuves sont accablantes. Le juge refuse la libération sous caution, invoquant le risque de fuite et la gravité des accusations. Alors que Caroline est emmenée, elle jette un dernier regard dans ma direction. Je ne détourne pas le regard. Je veux qu'elle voie mon visage. Je veux qu'elle comprenne que je suis la raison de sa situation difficile.
Cependant, mon travail n'est pas encore terminé. Le procès aura lieu dans 3 mois, mais les dégâts sont immédiats. Les médias locaux s'emparent de l'histoire. Chef local accusé d'avoir empoisonné son mari devient une sensation virale. Des fourgons de reportage sont stationnés devant les locaux de l'entreprise de traiteurs. Les journalistes inondent mon téléphone d'appels. J'accorde une seule interview au journal local. Je suis calme, éloquent et dévastateur. Ma femme a tenté de m'éliminer pour un gain financier, je révèle. Elle m'a empoisonné lentement et délibérément, tout en feignant de se soucier de mon bien-être. Elle a trahi tous les vœux que nous avons prononcés. Et maintenant, elle en subira les conséquences. L'article présente une photo de Caroline prise lors de son arrestation, juxtaposée à une photo de moi où j'apparais amaigri et souffrant. Le contraste est saisissant. Spice of Life Catering s'effondre en une semaine. Tous les clients annulent leur contrat. La cuisine professionnelle est saisie dans le cadre de l'enquête criminelle. L'entreprise que Caroline avait méticuleusement construite, et dont elle était si fière, est complètement détruite. L'appartement de Derek est saisi pour défaut de paiement. Sa BMW est reprise. Les associés de Tony s'assurent que tout le monde sache que Derek est un informateur et un lâche. Sa réputation, si tant est qu'il en ait eu une, est irrémédiablement ternie. Le cabinet de conseil de Jennifer disparaît. Ses licences professionnelles sont suspendues. Son nom devient synonyme de fraude et de trahison. J'observe tout cela se dérouler avec un sentiment de froide satisfaction. Cependant, il reste une dernière tâche à accomplir, une dernière confrontation. J'organise une visite à Caroline au centre de détention. Elle n'a droit qu'à un visiteur par semaine, et je reste légalement son mari, car le divorce ne sera finalisé que dans plusieurs mois. Le parloir est austère. Mur blanc, table en métal et garde surveillant constamment les échanges. Caroline est escortée, vêtue de sa combinaison orange, paraissant plus petite et comme amoindrie. Elle s'assoit en face de moi, séparée par une vitre. Nous prenons des téléphones pour converser. Dave, commence-t-elle, la voix brisée, merci d'être venu. J'espérais. Je ne suis pas venu ici pour te pardonner, l'interromps-je. Je suis venu ici pour m'assurer que tu comprennes ce que tu as perdu. Son visage se décompose. S'il te plaît, supplie-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs, de terribles erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons surmonter ça? Tu as tenté de me tuer, Caroline. Tu m'as empoisonné. Tu as comploté ma disparition. Tu en riais avec ton amant dans mon lit. Je n'ai jamais voulu, sanglote-t-elle, le mascara coulant sur son visage. J'étais faible, Derek m'a influencé. Il m'a convaincu que ce serait facile et que personne ne découvrirait jamais la vérité. Je n'ai jamais nourri le désir de te faire du mal. À l'inverse, tu semblais poursuivre ma disparition avec acharnement. Chaque repas qui m'était présenté était, en substance, une tentative d'éteindre mon existence. Chaque baiser était une tromperie soigneusement orchestrée. Chaque déclaration de « je t'aime » résonnait comme une profonde trahison. Je me penche en avant, ma voix empreinte d'une détermination glaciale. Tu as anéanti tout ce qui nous définissait autrefois. Tu as causé ta propre ruine. Et dans quel but? Un gain financier, Derek? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Elle est maintenant submergée de sanglots, incapable d'articuler quoi que ce soit. Je t'implore de méditer sur cette réalité chaque jour de ton incarcération. Je continue, ma voix inébranlable. Je veux que tu te souviennes de la vie épanouissante que tu as eue, de l'entreprise florissante que tu as cultivée, d'un mari qui te chérissait, tout cela que tu as négligemment jeté à la poubelle par cupidité, égoïsme et cruauté débridée. Dave, s'il te plaît, implore-t-elle. J'entame une procédure de divorce. Je revendique la propriété de la maison, de la concession automobile, de tout. Tu ne recevras rien dans le règlement. Et à ta sortie de prison, si ce jour arrive, tu seras démuni de tout. Dépourvu de ressources financières, une réputation ternie et un avenir sombre. Tu serviras de récit édifiant. La chef qui a empoisonné son mari, diront-ils. Je me prépare à partir. Attends, articule-t-elle désespérément. Et toi, demande-t-elle. Vas-tu te remettre? L'empoisonnement a été efficace, en effet. Je suis en pleine convalescence. Un traitement complet est en cours. Une guérison complète est prévue. Je mènerai une vie longue et heureuse, libérée de ta présence.
Je coupe la communication et m'éloigne. Derrière moi, j'entends ces cris, qui font écho à mon nom. Cependant, je refuse de me retourner. Le procès est devenu un spectacle pour les médias. Court TV en a assuré une large couverture. Nancy Grace a consacré un segment entier à l'affaire. Le récit possédait tous les éléments du sensationnalisme. Poison, trahison, intimité et richesse. L'Amérique était captivée. J'ai été désigné comme le témoin vedette. J'ai occupé la barre des témoins, vêtu d'un costume, ma santé rétablie après des mois de traitement rigoureux. J'ai raconté mon expérience calmement et méthodiquement, guidant le jury à travers chaque détail complexe. Les rapports de laboratoire ont confirmé la présence de poison dans mon sang. Les images vidéo ont capturé Caroline et Derek complotant au sujet de ma mort potentielle. Les documents financiers ont révélé l'existence d'une importante police d'assurance vie. Le calendrier de ma maladie correspondait précisément au repas spécialement préparé par Caroline. La défense a tenté de me dépeindre comme vengeur, suggérant que j'avais fabriqué des preuves pour incriminer mon épouse infidèle. Cependant, les preuves présentées étaient accablantes. Les découvertes scientifiques étaient irréfutables. Derek a témoigné contre Caroline, tentant désespérément de se disculper. Il affirmait qu'elle avait orchestré tout le stratagème et qu'il ne faisait qu'exécuter ses ordres. Sa prestation était à la fois pathétique et transparente. Jennifer, qui avait accepté un accord de plaidoyer, a témoigné sur l'acquisition du poison et son aide à la planification méticuleuse de la chronologie des événements. Elle est restée froide et factuelle, ne montrant aucun remords. Le jury la tenait en profond mépris. La défense de Caroline reposait sur l'affirmation qu'elle avait été manipulée par Derek et Jennifer et qu'elle n'avait pas une compréhension complète de ses actes. Personne n'a trouvé ces assertions crédibles. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Le verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. L'audience de détermination de la peine a été fixée 2 semaines plus tard. La juge, une femme sévère dans la soixantaine, a clairement exprimé son dégoût pour toute cette affaire. Madame Wilson, a-t-elle déclaré, vous avez tenté d'assassiner votre mari d'une manière des plus froides et préméditées que l'on puisse imaginer. Vous l'avez empoisonné progressivement pendant des mois, tout en feignant affection et sollicitude. Vous avez trahi chaque confiance, chaque vœu. Vous n'avez montré aucun remords, seulement le regret d'avoir été appréhendé. Caroline pleurait, la main de son avocat posée sur son épaule. Je vous condamne à 25 ans de prison pour tentative d'assassinat, à purger consécutivement à 10 ans pour fraude et complot. Vous serez admissible à la libération conditionnelle dans 20 ans. 20 ans. Caroline avait 36 ans. Elle en aura 56 lors de sa potentielle libération. Si elle est jamais libérée. Derek a été condamné à 15 ans. Jennifer a été condamnée à 12 ans, une peine réduite en échange de sa coopération. J'étais assis dans la salle d'audience, les observant se faire escorter. Je n'ai ressenti aucune émotion perceptible. Aucun triomphe, aucune satisfaction. Seulement un profond sentiment de vide. Après la condamnation, j'ai quitté le palais de justice sous un soleil éclatant. Les journalistes m'ont encerclé, me bombardant de questions. Monsieur Wilson, comment vous sentez-vous? Êtes-vous satisfait de la sentence? Quels sont vos projets pour l'avenir? Je me suis arrêté, me tournant pour faire face aux caméras assemblées. Justice a été rendue. 3 individus qui ont conspiré pour m'éliminer sont maintenant confrontés à de longues peines de prison. C'est suffisant. Avez-vous un message pour votre femme? J'ai réfléchi à la question. J'ai pensé à Caroline, la femme que j'ai aimée autrefois, qui avait tenté de m'assassiner. J'ai réfléchi à la vie que nous avions partagée et à la vie qu'elle avait irrévocablement détruite. J'espère qu'elle utilisera son temps en prison pour contempler les choix qu'elle a faits. Et j'espère qu'elle comprendra que les actions entraînent inévitablement des conséquences. Je me suis retourné et suis parti, ignorant le barrage de questions de suivi. 6 mois après le procès, je me suis retrouvé dans la cuisine commerciale qui abritait autrefois Spice of Life Catering. Je l'avais acquise aux enchères pour une fraction de sa valeur initiale. Elle était maintenant à moi, ainsi que tout le reste. La maison m'appartenait. Les actifs commerciaux étaient à moi. Même les recettes de Caroline étaient désormais sous ma propriété. Je n'avais aucune intention de poursuivre l'entreprise de traiteur. Je ne suis pas chef, et je n'ai aucune inclination pour ce monde particulier. Cependant, j'avais l'intention de conserver la cuisine.
J'étais en train de la transformer en une école de cuisine communautaire, offrant des cours gratuits aux familles à faible revenu. L'ironie ne m'échappait pas. L'empire de Caroline, construit sur l'ambition et la traîtrise, serait transformé en quelque chose qui profiterait réellement aux autres. Ma santé avait été entièrement restaurée. Les médecins m'ont jugé chanceux. Si l'empoisonnement avait persisté pendant quelques mois de plus, les dommages auraient été irréversibles. En l'état, j'avais repris mon poids normal. Mon teint était redevenu sain et mon estomac ne me causait plus de désagréments. La concession automobile était florissante. Jimmy restait invariablement loyal. Nous évitions de parler de Caroline ou du procès. Nous nous concentrions sur notre travail, en nous efforçant d'aller de l'avant. Paul et moi partagions un dîner une fois par mois. Il m'avait sauvé la vie en effectuant ces tests, et je lui resterai à jamais redevable. Ethel, ma voisine curieuse, était devenue une amie. Elle m'apportait des casseroles et partageait des commérages, et je feignais l'agacement tout en savourant secrètement sa compagnie. J'avais recommencé à sortir. Rien de sérieux, simplement des cafés et des conversations. Je n'étais pas préparé à quelque chose de plus conséquent. Et je ne le serai peut-être jamais. La confiance est un défi redoutable lorsque votre femme a tenté de vous éliminer. Mais je suis vivant. Je suis en bonne santé. Je suis libre. Et elles sont incarcérées. 1 an après la condamnation, j'ai reçu une lettre de Caroline. Elle avait été transmise par mon avocat, qui filtrait toutes ses communications. La lettre était longue, manuscrite et remplie d'excuses et d'explications. Elle y relatait son ambition, sa peur de mener une vie ordinaire, et son attirance pour Derek. Elle décrivait comment Jennifer l'avait manipulée et comment les événements avaient dégénéré. Elle n'admettait jamais explicitement avoir tenté de m'assassiner. Même maintenant, elle était incapable d'une honnêteté totale. À la fin de la lettre, elle me demandait si j'envisagerais de lui rendre visite. Si nous pouvions engager une conversation, s'il existait une possibilité de pardon. Je lus la lettre une fois, puis la livrai aux flammes de ma cheminée. Je regardais les pages se recroqueviller et noircir, les mots se dissoudre en cendres. Il n'y aurait pas de pardon. Il n'y aurait pas de réconciliation. Il n'y aurait que la justice et un engagement à aller de l'avant. J'envisageais d'écrire une réponse, exprimant mes vrais sentiments concernant ses excuses et son apitoiement sur elle-même. Cependant, cela lui accorderait précisément ce qu'elle désirait. Mon attention, mon implication. La preuve qu'elle comptait encore dans ma vie. Par conséquent, j'optai pour quelque chose de bien plus puissant. Je choisis de ne pas répondre du tout. Le silence peut être une forme de rétribution particulièrement efficace. 2 ans après le procès, j'étais chez le concessionnaire lorsque j'ai reçu un appel du détective Martinez. Monsieur Wilson, j'ai pensé que vous voudriez le savoir. Jennifer Walsh a été découverte décédée dans sa cellule ce matin. Apparemment, autodestruction. Je m'assis lentement. Autodestruction, demandai-je. Elle a laissé une note. Apparemment, le fardeau de la culpabilité est devenu insupportable. Elle a tout avoué par écrit. L'empoisonnement, le détournement de fonds, la manipulation de Caroline et Derek. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce qu'elle avait fait. Je vois. Je vous prie de m'excuser de vous annoncer cette nouvelle. Je réalise que c'est compliqué. Après avoir raccroché, je restais assis dans mon bureau, absorbant l'information. Jennifer était morte, Caroline et Derek restaient incarcérés, et j'étais toujours là. Vivant. Reconstruisant mon entreprise, vivant ma vie. Je devrais ressentir une forme d'émotion. De la satisfaction, de la justification, peut-être même de la pitié. Mais je ne ressentais rien. Jennifer a fait ses choix, tout comme Caroline et Derek avaient fait les leurs. Ils ont tous tenté de m'éliminer pour un gain financier, et ils ont tous payé le prix ultime. Je ne me réjouissais pas de sa mort, mais je ne la pleurais pas non plus. Ce soir-là, je me suis rendu au cimetière où mes parents étaient enterrés. Je ne leur avais pas rendu visite depuis des années, mais ce soir, je me sentais obligé de parler à quelqu'un qui m'avait connu avant que tout cela ne se produise. Je me suis tenu devant leur tombe alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de vibrantes teintes d'orange et de rose. Je vais bien, leur ai-je assuré. J'ai survécu. J'ai triomphé. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Je me sentais simplement las. Le vent bruissait dans les arbres. Quelque part au loin, un oiseau chantait. Caroline était en prison.
Derek était en prison. Jennifer était morte. Et j'étais ici. Et je devrais être heureux, mais je ne l'étais pas. J'étais simplement ici. Je suis resté là pendant une longue période, à regarder le soleil disparaître sous l'horizon. Finalement, je me suis retourné et suis retourné à ma voiture. Demain, j'irai au travail. Je vendrai des automobiles. Je gérerai mes employés. Je vivrai ma vie. L'école de cuisine communautaire devait ouvrir le mois prochain. Je fréquentais quelqu'un de nouveau, une enseignante nommée Lisa, qui possédait un sens de l'humour délicieux et ne connaissait rien aux voitures ni à la chimie. La vie continue. Elle le doit. Mais je n'oublierai jamais ce que Caroline a fait. Je n'oublierai jamais le goût de la trahison, le poison insidieux des mensonges. Le moment où j'ai réalisé que la femme que j'aimais désirait ma mort. Et je n'oublierai jamais que j'ai survécu. Que je me suis battu, que j'ai triomphé. 3 ans après le procès, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence sur les droits des victimes. Ils souhaitaient que je partage mon histoire, que je parle de mon expérience de survivant à une tentative d'homicide et de ma quête de justice. J'ai failli refuser. Je ne voulais pas être défini par ce que Caroline m'avait fait. Je ne voulais pas être connu comme l'homme dont la femme avait tenté de l'empoisonner pour le restant de mes jours. Cependant, j'ai alors pensé à toutes les personnes qui vivaient actuellement une trahison, qui étaient blessées par des personnes en qui elles avaient confiance, qui ne savaient pas comment se défendre. Par conséquent, j'ai accepté. La conférence s'est tenue à Boston, dans une salle de bal d'hôtel remplie de survivants de diverses formes de criminalité. Je me sentais appréhensif en m'approchant de la scène, en contemplant des centaines de visages. Je m'appelle Dave Wilson, commençai-je. Il y a 3 ans, ma femme a tenté de m'éliminer. Elle m'a empoisonné progressivement, sur une période de plusieurs mois, alors que je lui accordais toute ma confiance. Elle prévoyait de toucher mon assurance vie et de s'enfuir avec son amant. Si je n'avais pas été curieux, si je n'avais pas soumis ce pot d'épices à des tests, je serais décédé. J'ai raconté toute l'histoire. La découverte, l'enquête, la collecte de preuves, le procès. J'ai parlé de la rage, de la douleur et de la détermination inébranlable à survivre. L'aspect insidieux de la trahison, me dis-je souvent, et qu'elle projette une longue ombre de doute, vous contraignant à réévaluer chaque facette de votre existence. Chaque souvenir, chaque moment partagé, chaque « je t'aime » prononcé devient suspect. On se surprend à remettre en question l'authenticité du passé, à se demander si l'on n'était qu'un participant naïf à une supercherie savamment orchestrée. Marquant une pause, je balayais du regard l'assistance devant moi. Certains étaient visiblement émus, des larmes traçant des sillons sur leurs joues, tandis que d'autres offraient des hochements de tête silencieux, empreints de compréhension. Mais voici la vérité profonde que j'ai retirée de cette expérience éprouvante. Je n'ai pas été un imbécile en offrant mon amour. Je n'ai pas été un imbécile en accordant ma confiance. La véritable imbécile, c'était elle, d'avoir rejeté quelque chose d'authentique et d'irremplaçable au profit d'une chose aussi intrinsèquement dénuée de valeur que l'argent. L'imbécile, c'était elle, d'avoir privilégié la trahison à la puissance durable de l'amour. L'imbécile, c'était elle, de s'être bercée de l'illusion qu'elle pouvait commettre un tel acte en toute impunité. Une vague d'applaudissements commença à se propager dans la salle. J'ai persévéré non pas en succombant au rôle de victime, mais en résistant activement à cette désignation. J'ai enduré parce que j'ai monté une défense vigoureuse, employant à la fois les voies légales et des stratégies méticuleuses. J'ai survécu parce que j'ai maintenu une foi inébranlable en mon droit inhérent à la justice. Et la justice, finalement, a été rendue. Les applaudissements gonflèrent, devenant plus fervents. Si jamais vous vous retrouvez pris au piège d'une situation où quelqu'un cherche à vous nuire, à vous trahir ou à démanteler votre être même, je vous implore de riposter. Documentez chaque détail, sollicitez de l'aide et, surtout, écoutez la sagesse de votre instinct. Et en aucun cas, ne leur permettez jamais de vous inculquer la croyance que vous avez d'une manière ou d'une autre mérité un tel traitement. Vous valez bien mieux. Vous méritez la justice. Vous avez le droit de survivre. La standing ovation qui suivit fut tout simplement bouleversante. Par la suite, des gens s'approchèrent de moi, me tendant la main en signe de solidarité, partageant leurs propres récits poignants et exprimant leur gratitude pour ma volonté de prendre la parole. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar interminable, j'ai ressenti autre chose que le vide omniprésent qui m'avait consumé. J'ai découvert un nouveau sens à ma vie. 5 ans après la fin du procès,
je me trouvais chez un concessionnaire automobile lorsqu'une femme entra. Elle semblait avoir une trentaine d'années, visiblement appréhensive, son regard se promenant nerveusement, comme si elle n'était pas sûre d'être arrivée au bon endroit. « Puis-je vous aider ?» demandai-je. « Êtes-vous Dave Wilson ?» répondit-elle. « Oui, c'est bien moi », confirmai-je. « J'ai assisté à votre présentation à la conférence sur les droits des victimes il y a 2 ans. Votre histoire a profondément résonné en moi, elle m'a apporté du réconfort. J'étais piégé dans une situation oppressante, et entendre parler de votre résilience, de votre combat acharné, m'a donné le courage de m'en sortir, de demander de l'aide et d'engager des poursuites judiciaires. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage, et je lui offris un mouchoir du distributeur sur mon bureau. « Je voulais simplement vous exprimer ma gratitude, » réussit-elle à dire. « Vous m'avez sauvé la vie en partageant votre propre calvaire. » Nous avons discuté pendant 1 heure. Elle a raconté les détails de sa relation avec son ancien mari, les actes de violence qu'elle a subis, le procès qui a suivi et la condamnation subséquente. Elle a parlé du parcours ardu de reconstruction de sa vie, des interventions thérapeutiques et du travail exigeant d'apprendre à faire confiance à nouveau. Après son départ, je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment, perdu dans mes pensées. Caroline s'était efforcée de m'anéantir. Elle avait tenté de m'éradiquer, de m'effacer de l'existence, de s'emparer de tout ce que j'avais créé avec tant de peine. Mais ses efforts s'étaient avérés vains. Je suis resté inébranlable. J'étais toujours debout. Et d'une manière ou d'une autre, ma survie avait acquis une signification qui transcendait les limites de ma propre expérience personnelle. Ce soir-là, je suis retourné à la maison qui avait autrefois été notre résidence commune, maintenant uniquement la mienne. J'avais entrepris d'importantes rénovations, remplaçant chaque élément qui rappelait sa présence. C'était maintenant mon domaine, mon sanctuaire. Je me suis versé un verre de vin et me suis tenu sur la terrasse arrière, contemplant le panorama céleste au-dessus de moi. J'ai gagné, déclarai-je au ciel nocturne. Pas seulement dans la procédure judiciaire, pas seulement dans la quête de la vengeance. J'ai triomphé parce que j'ai persévéré, parce que j'ai continué à vivre, parce que j'ai découvert un but au milieu des ruines de la trahison. Tu as essayé de tout prendre, Caroline, mais tu n'as pas pu t'emparer de ça. Tu n'as pas pu éteindre ma vie. Les étoiles ne répondirent pas. Elles le font rarement. Mais je n'avais besoin d'aucune validation extérieure. Je possédais une compréhension inébranlable de la vérité. J'ai survécu. J'ai riposté. J'ai gagné. Et cela suffisait. 7 ans après la fin du procès, Caroline devint éligible à la libération conditionnelle. J'ai reçu une notification de l'audience imminente et j'ai eu la possibilité de soumettre une déclaration. J'étais tiraillé quant à l'opportunité d'y assister. Une partie de moi aspirait à la confronter, à observer le tribut que cette année d'incarcération avait exigé. Inversement, une partie de moi désirait la bannir de mes pensées à jamais. Finalement, j'ai décidé d'y assister. L'audience de libération conditionnelle s'est tenue dans une petite pièce austère à l'intérieur de la prison d'État. Caroline a été escortée dans la pièce vêtue d'une tenue de prisonnier, ses cheveux désormais striés de gris, son visage marqué par les lignes de la souffrance. À 43 ans, elle en paraissait 60. En m'apercevant, son sang-froid s'est effondré. « Dave », a insisté le membre de la commission des libérations conditionnelles, « souhaiteriez-vous prendre la parole en premier ?» Il y a 7 ans, ai-je commencé, Caroline Wilson a tenté de m'éliminer. Elle m'a systématiquement et délibérément empoisonné, tout en simulant de l'affection. Elle avait comploté pour s'enfuir avec mes actifs financiers et mettre fin à ma vie. Elle n'a manifesté aucun remords avant son arrestation, et même alors, ses excuses étaient intéressées. J'ai dirigé mon regard vers Caroline. Elle pleurait silencieusement. Je ne suis pas ici pour plaider en faveur ou contre sa libération conditionnelle. Cette décision ne m'appartient pas. Je suis ici pour vous dire que ces actions m'ont irrémédiablement changé. Je ne retrouverai jamais la capacité d'accorder une confiance totale. Je ne ressentirai plus jamais un sentiment de sécurité absolue. Elle m'a dérobé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. Je me suis arrêté un instant. Cependant, je souhaite également déclarer que j'ai avancé. J'ai construit une nouvelle existence. Je suis satisfait. Ou, du moins, aussi satisfait que je peux raisonnablement espérer l'être. Ces actions ne me définissent plus. Je me définis moi-même. Je me suis tourné vers la commission des libérations conditionnelles. Quelle que soit votre décision, je l'accepterai.
Mais si vous lui accordez sa libération, je souhaite qu'elle comprenne qu'il lui est à jamais interdit de me contacter, de s'approcher de moi, de tenter de m'offrir des explications ou des excuses. Ce chapitre est définitivement clos. La commission des libérations conditionnelles s'est réunie pour délibérer. Caroline a fait sa propre déclaration, remplie d'expressions de remords et d'assurances de réhabilitation. Finalement, ils ont choisi de lui refuser la libération conditionnelle. Elle serait tenue de purger la totalité de sa peine. Alors qu'on l'escortait, elle a jeté un dernier regard dans ma direction. Je n'ai pas détourné le regard. Je voulais qu'elle perçoive que j'étais résili, que j'étais entier, qu'elle n'avait pas réussi à me briser. Par la suite, j'ai quitté la prison et je suis rentré chez moi en voiture. Et je ne lui ai plus jamais consacré une seule pensée. 10 ans après le procès, je me suis retrouvé dans l'enceinte de l'école de cuisine communautaire, observant une classe d'adolescents apprendre l'art de confectionner des pâtes fraîches. L'instructeur faisait preuve de patience, d'encouragement et apportait son aide pendant qu'il pétrissait la pâte et la roulait à l'épaisseur désirée. C'était l'héritage de Caroline, bien qu'elle n'en serait jamais consciente. Son ambition, son talent, sa cuisine tous réaffectés à une noble cause. J'ai repensé aux parcours ardus qui m'avaient amené à ce point. L'empoisonnement, la trahison, l'enquête, le procès, la rage dévorante, l'angoisse profonde et la détermination inébranlable à persévérer. J'ai contemplé la femme que j'avais autrefois aimée et l'entité monstrueuse qu'elle était devenue. Et j'ai considéré l'homme que j'étais autrefois et l'homme que j'étais devenu. Je n'étais plus le naïf Dave Wilson qui accordait sa confiance sans discernement, qui croyait que l'amour était une force toute-puissante. J'étais devenu plus endurci, plus circonspect, plus conscient de la malveillance qui pouvait se cacher dans les profondeurs de la psyché humaine. Mais j'étais aussi plus vibrant, plus déterminé, plus reconnaissant pour chaque jour qui m'était accordé. Caroline avait tenté de m'éliminer. Elle avait échoué. Et dans son échec, elle m'avait accordé quelque chose que je n'avais jamais possédé auparavant, la conviction inébranlable que j'étais capable de tout endurer. J'ai regardé les adolescents éclater de rire en façonnant leurs pâtes, leurs mains et leurs visages saupoudrés de farine. L'une d'entre elles, une jeune fille aux yeux lumineux et au sourire radieux, leva les yeux vers moi. « Monsieur Wilson, aimeriez-vous en goûter ? Nous en avons préparé assez pour tout le monde. » J'ai souri chaleureusement. Je serais ravi. Elle m'a présenté une assiette de pâtes fraîches garnie de sauce marinara. J'en ai savouré une bouchée, et c'était exquis. Simple, honnête, authentique. C'est parfait, lui ai-je dit. Vous avez un don naturel pour ça. Elle rayonnait de fierté. Et j'ai réalisé, debout là dans cette cuisine, en dégustant des pâtes fabriquées par des adolescents pleins d'espoir, que j'avais finalement atteint un état de paix intérieure. Pas le pardon, pas l'oubli, mais la paix. Caroline était incarcérée. Derek était incarcéré. Jennifer était décédée. Et j'étais ici, vivant, entouré d'individus bienveillants engagés dans des entreprises vertueuses. J'ai triomphé. Non pas parce qu'ils souffraient, non pas parce que j'avais exercé ma vengeance. J'ai triomphé parce que j'avais persévéré, parce que je m'étais reconstruit, parce que j'avais découvert un but au milieu des cendres de la trahison. J'ai triomphé parce que j'étais encore là, toujours vivant, toujours capable d'éprouver de la joie. Et c'était, en fin de compte, la forme de rétribution la plus profonde. J'ai terminé mes pâtes, exprimé ma gratitude aux étudiants, et me suis aventuré dehors, sous le soleil radieux de l'après-midi. Le lendemain, je me rendrai à mon lieu de travail. Je vendrai des automobiles. Je gérerai mon entreprise. Je vivrai ma vie. Mais ce soir, je retournerai chez moi, me servirai un verre de vin, et me prélasserai sur ma terrasse sous un ciel étoilé. Et je me souviendrai que j'étais vivant, que j'avais riposté, que j'avais triomphé. Et je sourirai, car cela suffisait. C'était plus que suffisant. C'était tout. Fin.